Alors, bonjour, bonne soirée. Mon nom est Martin Carrette. Je suis conseiller en finance avec CCEP et bienvenue à notre deuxième présentation d'une série de trois sur les finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler au niveau crédit, donc carte de crédit, emprunt, toutes ces choses. Euh, donc, on va commencer immédiatement. Donc, côté crédit, on va parler comment gérer votre crédit, comment réduire vos dettes et apprendre un petit peu plus au niveau des dossiers de crédit et comment bien fonctionner avec le crédit. Donc, encore une fois, les avantages d'une meilleure littératie financière, ça vous aide à maîtriser votre avenir financier, atteindre vos objectifs, répondre à vos besoins et celles de votre famille, consommer plus intelligemment, réduire le stress. Encore là, le stress financier, c'est toujours une grosse chose. Donc, le crédit et les dettes fait définitivement partie de cela. Donc, on va sauter tout de suite au niveau crédit et on va commencer avec un petit peu d'informations et un petit quiz aussi. Donc, savez-vous que les règlements adoptés par le gouvernement fédéral exigent que les sociétés maîtrisent des cartes de crédit, qu'elles obtiennent votre autorisation pour augmenter vos limites de crédit. Donc, c'est quelque chose qui a changé il y a quand même environ une quinzaine d'années, où auparavant, on recevait une petite note qui nous disait félicitations, nous avons augmenté votre marge de crédit. Et puis, c'était fait. Donc, de nos jours, malheureusement, les banques n'ont plus le droit de faire ça. Donc, ils doivent vous demander la permission. C'est quelque chose qu'on voit souvent. On va aller même à un guichet automatique et puis d'un coup, il y a une offre qui va apparaître. Félicitations, nous voulons augmenter votre marge de crédit. Donc, vous pouvez peser sur oui ou sur non. Donc, la chose qui est importante à se rappeler, c'est que vous avez définitivement le droit de dire non aux augmentations de marge de crédit. Donc, c'est toujours bon de garder les marges selon nos besoins. Avoir des trop grosses marges de crédit disponibles, surtout si on ne s'en sert pas vraiment, ce n'est pas très utile. Puis ça peut affecter négativement votre cote de crédit aussi. Donc, utiliser les cartes de crédit intelligemment. On regarde les cartes de crédit, sont pratiques pour les petits achats. On n'a pas besoin d'amener de l'argent. Par contre, c'est très facile de dépenser plus qu'on réalise, surtout quand on ne fait pas de suivi au niveau d'un budget pour nos dépenses. Donc, c'est très facile avec le crédit de dépenser plus qu'on croyait. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi que garder nos limites plus basses selon nos besoins peuvent nous aider à contrôler nos dépenses de ce côté-là et puis faire sûr de garder un contrôle. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment juste de garder un œil sur nos dépenses en faisant nos budgets. Donc, si vous n'avez pas vu la présentation, la première présentation au niveau du budget et épargne, définitivement, ça vaut la peine de regarder pour regarder les informations au niveau du budget. Un autre point important, c'est de limiter le nombre de cartes de crédit que vous détenez. En temps normal, la plupart des gens, il n'y a pas vraiment un besoin d'avoir 5, 6 cartes de crédit. Ça vous ouvre tout simplement à plus de risques si jamais vous perdez votre carte de crédit, votre portefeuille ou quoi que ce soit. Donc, en moyenne, une ou deux cartes de crédit fournit tout ce qu'on a besoin au niveau de consommateur. Donc, petite question. En 2017, la dette moyenne domicile canadienne était de A, B ou C, donc 26 000, 56 000 ou 158 000. Donc, on donne quelques temps aux gens pour répondre. On a des réponses différentes un petit peu. Donc, malheureusement, la réponse est C, 158 000. Donc, ça, c'est en 2017. Si on regarde récemment au niveau des dettes sur carte de crédit, le dernier rapport nous disait qu'en moyenne, pour les Canadiens, pour chaque dollar gagné, on doit en moyenne 1,87 $ sur crédit. Donc, qui est définitivement pas une bonne chose. On voit qu'il y a quand même toujours une bonne dépendance au niveau crédit. Donc, c'est important de regarder à ce moment-ci des techniques et des moyens de réduire les dettes, spécialement au niveau des cartes de crédit, car les taux d'intérêt sont quand même assez élevés. Le fait de payer votre facture de carte de crédit 2 ou 3 jours après la date d'échéance n'aura aucun effet sur votre dossier de crédit. Vrai ou faux? On attend les réponses. Et on dirait bon, pas mal tout le monde l'a eu celle-là, donc c'est faux. Donc, en retard est en retard. Donc, malheureusement, c'est pas grave si c'est seulement une journée. C'est important de toujours payer avant la date d'échéance. Donc, il y a certains gens qui aiment payer la journée même.
qui fonctionne. Par contre, des fois, dépendant du temps de la journée, le paiement avec les transactions bancaires peuvent prendre jusqu'à une journée ouvrable pour transférer. Donc, c'est toujours recommandé de payer au moins 1 ou 2 journées avant la date d'échéance pour s'assurer que les créditeurs reçoivent nos paiements à temps. Et puis, ça évite tout simplement des problèmes de ce côté-là. Oups. Euh, Et voilà. Le mois dernier, votre solde de carte de crédit était de 0. Ce mois-ci, votre relevé indique des achats de 500 $. Si vous payez 400 $ d'ici la date d'échéance, les frais d'intérêt que vous devrez rembourser seront calculés sur le 100 $ qui vous reste à payer. Donc, vrai ou faux. Alors, on laisse le temps de répondre aux questions. C'est un petit peu plus divisé ce coup-ci. Donc, la réponse est faux. Ce moment ici, c'est l'ancienne technique que les banques calculaient l'intérêt sur les cartes de crédit. Donc, ceci était vrai il y a environ 20-25 ans. Depuis quand même un bon bout de temps, les banques utilisent la balance moyenne au niveau du compte. Donc, si on regarde cet exemple, on regarderait quand est-ce que le 500 $ a été chargé sur la carte de crédit. Ensuite, il regarde quand est-ce que le paiement de 400 $ est rentré. Et puis là, à ce moment-ci, ils font une moyenne du montant qui a été emprunté durant votre cycle de facturation. Et puis à ce moment-ci, ils calculent les intérêts sur cette balance moyenne-là d'emprunt. Donc à ce moment-ci, c'est tout simplement une technique que les banques ont le droit d'utiliser qui leur donne une chance de charger plus d'intérêt à ce moment-ci. Donc, à ce moment-ci, c'est quelque chose qui est important de savoir, par contre, parce que si on a une carte de crédit avec une balance qu'on essaie de payer tout simplement, donc peut-être qu'on n'utilise plus la carte, on essaie de payer la balance. La plupart des gens, on se fait dire, bon, quand on a une carte de crédit, on reçoit le relevé et puis on fait notre paiement à la date due ou une journée avant la date due. À ce moment-ci, financièrement, on garde l'argent avec nous le plus longtemps possible. Qui était logique avec l'ancien calcul. Avec ce calcul présent que toutes les banques utilisent, à ce moment-ci, si on essaye de payer notre balance plus rapidement, quand on reçoit notre relevé, si on fait notre paiement immédiatement, à ce moment-ci, ça aide à réduire la balance moyenne pour le mois. Donc, à ce moment-ci, ça réduit les frais d'intérêt. Donc, ça vous sauve un petit peu d'argent. C'est pas, dépendant des balances, c'est pas nécessairement des gros montants, mais par contre, chaque petit montant à tous les mois aide à ce moment-ci à sauvegarder les frais d'intérêt. Excusez-moi. Si vous utilisez votre carte de crédit pour obtenir une avance de fonds, vous ne devrez pas d'intérêt sur le montant que vous avez retiré si vous payez votre facture de carte de crédit au complet d'ici la date d'échéance indiquée sur votre relevé. Donc, encore une fois, vrai ou faux? Bonne réponse. Oui. Donc, à ce moment-ci, c'est faux, définitivement. Quand on regarde des transactions d'avance de fonds sur une carte de crédit, donc c'est toujours de l'intérêt journalier. Ce qui veut dire que si on emprunte 20 $ d'un guichet automatique sur ma carte de crédit aujourd'hui, je leur paye demain, on paye une journée d'intérêt. Donc, quand ça vient à faire des avances de fonds sur les cartes de crédit, c'est souvent pas une très bonne idée pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le taux d'intérêt sur plusieurs cartes pour les avances de fonds est plus élevé. Donc, taux d'intérêt, en général, pour les cartes de crédit, pour les achats, c'est 19,99 par année. Tandis que le taux d'intérêt annuel pour les avances de fonds, pour plusieurs banques, commence à 21,99. Donc, il y a un léger taux d'intérêt plus élevé. Un autre point important à savoir, c'est que quand on fait des avances de fonds sur une carte de crédit, si on a aussi des transactions, des achats sur cette même carte, à ce moment-ci, la plupart des banques utilisent des techniques au niveau des paiements où que vos paiements sont toujours appliqués aux taux d'intérêt les plus bas sur le compte. Donc, si on a des achats sur la carte de crédit et puis à 19,99, on a aussi des avances de fonds à 21,99. Donc, nos paiements mensuels sur la carte de crédit aident à réduire les achats en premier. Donc, à ce moment-ci, toutes les transactions à 21,99 ne réduisent pas, donc ils chargent plus d'intérêt.
Donc, à ce moment-ci, c'est une bonne chose à savoir de ce côté-là. Donc, toujours une question de faire attention aux avances de fonds sur les cartes de crédit parce que ça peut être très dispendieux. Si vous n'avez pas de bons antécédents en matière de crédit, votre banque peut vous imposer des taux d'intérêt plus élevés pour un prêt, votre banque peut vous refuser un prêt, vous pouvez peut-être pas louer un appartement, réponse 1 et 2, ou toutes les réponses sont exactes. Donc, on vous donne une chance de répondre aux questions. Un peu plus de choix sur celle-ci. On voit ici. Ah, donc, tout le monde l'a eu, donc 5. Donc, définitivement, le crédit est utilisé pour beaucoup de choses de nos jours. Euh, non seulement pour des emprunts, c'est effectivement, si on veut louer un appartement, il y a plusieurs endroits qui vont faire une vérification de votre crédit. Donc, s'il y a des problèmes de ce côté-là, ça peut vous empêcher de louer un appartement. Ça peut empêcher certains emplois, certaines promotions aussi. Même dans le monde des forces, s'il y a des problèmes au niveau crédit, ça peut affecter certaines choses avec votre carrière. Donc, à ce moment-ci, c'est important de regarder notre information au niveau du crédit pour faire sûr que tout est correct. Il y a des choses qui arrivent au cours de la vie, des choses des fois qui tombent en retard. Il peut y avoir des petites collections, des choses qu'on a oubliées. Ça arrive. Le point important, c'est de simplement de ne pas l'ignorer. Donc, il faut regarder à ce moment-ci ces choses-là pour trouver des solutions pour les réparer, pour à ce moment-ci aider votre crédit. Et c'est définitivement quelque chose qu'ici, à C7, on peut vous aider avec ces genres de choses-là, définitivement. Donc, choisir la bonne carte de crédit. De nos jours, il y a définitivement toutes sortes de produits disponibles sur le marché avec les banques. Donc, souvent, quand on choisit une carte de crédit, si vous voulez changer de produit ou vous n'avez pas de crédit, vous commencez dans le monde du crédit. Au niveau de taux d'intérêt, la réalité de nos jours, c'est qu'à peu près toutes les banques chargent les mêmes taux. Donc, il y a des offres à taux d'intérêt réduit, souvent dû à un frais annuel sur la carte. Donc, à ce moment-ci, on paye pour avoir un frais annuel réduit. Mais en général, c'est presque toute la même chose avec toutes les banques, donc 19,99 est le standard pour la plupart des cartes de crédit. Mais quand on maganise pour une carte de crédit, c'est plus pour voir, bon, il y a tellement de choix de nos jours avec des comptes qui offrent des points qui vont vous donner quelque chose. Donc, c'est là où que des fois, c'est de trouver un produit qui va vous donner un petit quelque chose de surplus juste pour utiliser votre carte. La chose à faire attention, il y a quand même plusieurs produits où que oui, ils vous offrent des points. Par contre, il y a plusieurs de ces produits qui viennent avec un frais annuel. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait aucun produit de crédit qui vaut vraiment la peine de payer un frais annuel. Donc, ils ont souvent les mêmes produits à points et récompenses sans frais annuel. La différence, c'est que vous accumulez les points moins rapidement. Mais à ce moment-ci, vu qu'il n'y a pas de frais annuels, ce que vous recevez en récompense est gratuit. À ce moment-ci, ça ne vous coûte rien, il n'y a pas de frais annuels et puis ça vous donne vraiment un bénéfice de surplus. Donc, c'est vraiment de voir quels sont les produits selon vos intérêts, de trouver un produit qui vous donne peut-être un petit surplus. Il y a des outils de comparaison. Donc, si on regarde à la CFC, qui est l'agence gouvernementale canadienne qui réglemente toutes les banques fédérales ici, leur site web a plein d'informations où on peut comparer plusieurs produits de crédit qui sont disponibles sur le marché ou tout simplement parler à votre banque. Il s'agit de leur demander qu'est-ce que vous avez comme produit, qu'est-ce que vous offrez. Bon, ça a un frais annuel. Est-ce que vous avez une version sans frais annuel? Essayez de trouver le produit qui vous donne un petit quelque chose d'extra. Comment garder le contrôle de votre carte de crédit? Donc, comme on parlait un petit peu au début, c'est facile souvent de dépenser plus qu'on le croit au niveau crédit. Pour certains gens, avoir du crédit, ça cause des problèmes financiers parce qu'ils ont des difficultés du côté contrôle. Donc, encore là, c'est une question il faut se connaître. Il faut connaître nos faiblesses, il faut connaître nos forces pour savoir comment, à ce moment-ci, travailler avec le produit. Donc, au niveau crédit, c'est un outil qui peut être très, très pratique pour plusieurs choses, surtout des fois des grosses réparations, des inattendus ou qu'on n'a pas nécessairement les épargnes. Donc, oui, avoir du crédit disponible peut nous aider dans ces situations-là.
Par contre, avoir un plan pour comment on va repayer les dettes devient important aussi. Et c'est là que le budget devient très, très important. Donc, si on utilise une carte de crédit, on fait des achats au cours du mois, on reçoit notre relevé, on le paye au complet. C'est définitivement la meilleure façon d'utiliser une carte de crédit parce que ça ne nous coûte rien à ce moment-ci. Il n'y a aucun frais d'intérêt. Si on doit utiliser le crédit pour faire un gros achat ou qu'on ne peut pas repayer au complet, à ce moment-ci, c'est d'avoir un plan de repaiement pour pouvoir faire le plus de les paiements maximaux pour essayer de payer le moins d'intérêt possible. Donc, ça revient toujours au niveau du budget qui nous indique à ce moment-ci qu'est-ce qui est disponible au niveau de faire des paiements additionnels. Donc, au niveau du paiement minimum, c'est jamais un bon plan. Et puis, je vais vous démontrer bientôt pourquoi que le paiement minimum n'est pas un bon plan sur lequel se baser. On parle de si, bon, vous reportez toujours un solde sur votre carte de crédit, de regarder une carte à taux réduit. Comme je disais plus tôt, la plupart des cartes à taux réduit viennent avec un frais annuel. Et puis, à ce moment-ci, donc oui, ça nous donne un taux réduit. Par contre, on paye pour. Ça vaut-tu vraiment la peine? Si on regarde dans la psychologie en arrière de tout ça, souvent, c'est ce qui a tendance à arriver, c'est que pour les gens, on dit, ben, j'ai un taux réduit, donc c'est pas grave si j'ai une balance. Mais à ce moment-ci, un taux réduit, c'est quand même un taux. Donc, ça vous coûte quand même quelque chose. Donc, définitivement, la meilleure technique, c'est de toujours payer au complet si possible. Transférer les soldes sur une marge de crédit est définitivement une façon de réduire les frais d'intérêt, vu que les marges de crédit en temps normal ont des taux d'intérêt quand même beaucoup plus bas comparé aux cartes de crédit. C'est une option. Par contre, il faut quand même faire attention de ce côté-là. Si on transfère toutes nos balances de cartes de crédit sur une marge de crédit, à ce moment-ci, il faut faire sûr de ne pas réutiliser les cartes. Sinon, là, on se retrouve avec juste plus de dettes ou qu'on doit des paiements à deux endroits différents. Et comme je disais plus tôt, payer les dettes, payer nos paiements à ce moment-ci, quelques jours avant la date d'échéance, est toujours plus sécuritaire pour s'assurer que les banques reçoivent les paiements à temps. Donc, voici un exemple de quelqu'un qui aurait besoin de faire un achat de 3 000 $. Donc, ça peut être réparation de la maison, voiture, quoi que ce soit, ou qu'on n'a pas nécessairement 3 000 $ de disponible pour payer ces choses-là. Donc, à un taux d'intérêt de 18 la plupart des cartes de crédit, paiement minimum est calculé entre 2 et 3 Donc, ici, on a utilisé 2,5 par mois. Donc, un emprunt de 3 000 18 avec un paiement minimum de 2,5 de la balance prendrait 263 mois à repayer et coûterait 4 115 en intérêt. Donc, ça devient un achat quand même assez dispendieux à ce moment-là. Donc, on paye encore plus d'intérêt que l'achat original. Par contre, si on a un bon budget, puis on sait qu'on peut faire un paiement de 100 par mois, donc à ce moment-ci, à 100 par mois, ça prendrait 41 mois pour repayer la dette et nous coûterait seulement 1 000 en intérêt. Donc, 1 000 est quand même un bon montant, mais beaucoup moins que 4 100 donc, définitivement, c'est un coût là, un peu moins dispendieux de ce côté-là. Puis encore là, si on a un bon budget, mais là, à ce moment-ci, quand on a besoin de faire ce genre de dépenses-là, ça nous donne l'opportunité de regarder notre budget. Bon, OK, j'ai-tu des dépenses que je pourrais réduire parce que je veux faire des plus gros paiements sur la carte de crédit? Donc, à ce moment-ci, on peut peut-être trouver des endroits où on se dit, bon, ben, pour le prochain temps, je vais réduire mes dépenses. Puis là, je peux faire 150 par mois. Donc là, ça réduit le repaiement de 41 mois à environ 28. Puis là, ça nous coûte juste à environ 500-600 $ d'intérêt. Ah, là, on est plus confortable avec ça. Donc, à ce moment-ci, on fait les changements et les ajustements. Donc, de nos jours, avec l'Internet, Google, il y a plein d'outils disponibles. Simplement, on va en ligne et puis on fait une recherche. Donc, calculateur pour payer carte de crédit, il va en avoir à pu finir qui va sortir. Donc, c'est de trouver l'outil avec lequel vous êtes confortable. Et puis, à ce moment-ci, vous pouvez mettre l'information. Donc, je dois faire une dépense de 3 000 $. Voici l'intérêt de ma carte de crédit. OK, le paiement minimum, c'est 2,5
Et puis là, à ce moment-ci, ça vous donne des options. Si je fais 50 au lieu, si je fais 100, 150, 200, puis ça vous montre l'information. Donc là, à ce moment-ci, ça aide à éliminer une certaine partie du stress quand on fait une grosse dépense, quand on sait exactement, puis qu'on a un plan au niveau de repayer la dette comme telle. Donc ça, c'est définitivement quelque chose que j'encourage à faire quand on se prépare à faire une grosse dépense, de vraiment regarder en avance puis faire les calculs pour vraiment trouver le prix actuel. Parce que quand on regarde ça en temps normal, la plupart des gens vont dire oui, j'ai fait un achat de 3 000 mais si on regarde le premier scénario, notre achat de 3 000 est vraiment un achat de 7 000 mais là, à ce moment-ci, est-ce qu'on est toujours confortable avec cet achat-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on considère ou est-ce qu'on regarde d'autres options à ce moment-là? Tandis que le même achat avec le 100 par mois, OK, là, ça me coûte 4 000. OK, je suis confortable avec ça, mais je n'étais pas confortable avec 7 000. Donc, il s'agit simplement d'utiliser les outils qui sont à notre disponibilité. Si vous n'êtes pas sûr, tout simplement, vous m'appelez et puis je vous aide avec ça définitivement. Donc, des conseils au niveau pour gérer les dettes. Donc, on parle de comparer ce qui est offert sur le marché, mais encore là, comme je dis, au niveau des taux d'intérêt, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment de regarder un produit qui va peut-être vous donner un petit quelque chose de surplus. On parle de respecter votre budget. Donc, il faut commencer par avoir un budget. Donc, dans un budget, quand on n'a pas de surplus financièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour du crédit. Donc, pour avoir du crédit, en théorie, il faut avoir du surplus dans notre budget. Donc, à ce moment-ci, il faut essayer de garder en ligne la marge de crédit disponible qu'on a du côté crédit avec notre budget. La théorie est bonne, par contre, ça veut dire quoi exactement? Donc, l'exemple que moi j'aime pour les gens en temps normal, c'est que si vous avez une carte de crédit, donc à ce moment-ci, vous regardez si cette carte de crédit-là était au max, quel serait le paiement minimum? Et selon votre budget, est-ce que vous êtes capable de payer 2 fois ce montant-là minimum? Si on ne peut pas faire le paiement double, à ce moment-ci, la marge de crédit est élevée selon le budget. C'est dangereux à ce moment-ci de pouvoir se créer des problèmes financiers ou que là, ça va prendre quand même plusieurs années à réussir à repayer les dettes. Et puis, si vous avez une balance sur laquelle vous travaillez ou que le compte n'est pas payé au complet à tous les mois, donc des paiements additionnels, comme on parlait, aident à réduire la balance moyenne à tous les mois. Donc, ça vous aide à sauver tout simplement en intérêt de ce côté-là. Vite fait au niveau des programmes canadiens pour les prêts étudiants, juste parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce type de dette-là. Dépendant du prêt étudiant, la chose qui est importante de se rappeler, c'est qu'il y a définitivement des programmes disponibles au niveau des prêts d'étudiants provinciaux et fédéral, au niveau des repaiements de dette. Surtout quand on vient souvent juste de sortir de l'école, le revenu n'est peut-être pas là nécessairement pour commencer à faire les paiements. Donc, si vous contactez à l'aide financière, ils ont un programme de repaiement qui est disponible ou qui peuvent mettre les paiements en pause. Donc, l'intérêt continue à accumuler. Par contre, l'intérêt au niveau des prêts étudiants est quand même assez bas, mais il ne demande aucun paiement. Et c'est un programme qu'on doit réappliquer à tous les 6 mois. Par contre, dépendant de votre revenu et vos dépenses, c'est quelque chose qu'on peut quand même continuer pour plusieurs années tant que vous qualifiez. Mais le bénéfice de ça, c'est que ça garde votre dette étudiante ou votre prêt étudiant en bonne ordonnance. C'est très facile, malheureusement, d'ignorer les dettes ou les prêts étudiants, puis il y a plusieurs gens qui le font. Par contre, avec le temps, ça peut quand même créer des problèmes assez sérieux. Donc, comme toute autre dette, c'est jamais une bonne idée de les ignorer. C'est de voir quels sont les supports disponibles selon votre situation. Donc, encore là, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider avec de ce côté-là. Quelques autres jeux questionnaires. Si vous avez fait des demandes si vous avez fait des demandes pour plusieurs cartes de crédit ou autres instruments de crédit dans un laps de temps relativement court, votre carte de crédit pourrait en souffrir. Donc, vrai ou faux? On va donner le temps pour répondre. OK. Donc, on a pas mal toutes des vrais. Donc, c'est absolument vrai. C'est quelque chose qui a été beaucoup parlé dans les médias pendant une période de temps. Et puis, c'est des choses qui peuvent définitivement avoir un impact sur les gens.
surtout quand on regarde dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs magasins. Dès qu'on rentre dans la porte, la première chose qu'ils nous offrent, c'est une carte de crédit. Donc, une carte de crédit Superstore, une carte de crédit Walmart, une carte de crédit Canadian Tire. Ils ont tous leurs produits à nous offrir. Ils ont chacun leurs bénéfices, si vous voulez. Puis en temps normal, ils nous offrent un cadeau juste pour appliquer pour le produit. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimaient l'offre du cadeau et puis appliquaient pour le produit, même s'ils ne le voulaient pas vraiment. Donc, c'est là qu'on a vu tout d'un coup une augmentation de gens où leur code de crédit était affecté à cause de ce genre d'application-là. Donc, quand ça vient ce style de promotion où on se fait offrir des produits de crédit au niveau magasin, la meilleure chose, c'est simple, c'est que si ce n'est pas un produit que vous voulez, il s'agit tout simplement de dire non. C'est pas grave, c'est quoi le cadeau qu'ils vous offrent en échange. Il faut réaliser que ça a quand même un impact négatif sur votre crédit. Donc, si ce n'est pas un produit que vous désirez, il s'agit tout simplement de dire non aux offres de produits à ce moment-là. Sinon, ça peut définitivement causer des problèmes au niveau crédit. Vous procurer une copie de votre dossier de crédit est une bonne façon de vérifier si vous avez été victime de vol d'identité. La seule façon de savoir si le contenu de votre dossier de crédit est exact, gratuit, si vous demandez de recevoir par la poste ou toutes les réponses. Encore, on donne une opportunité pour répondre. Quelques réponses différentes ici. Donc, la réponse est 4, toutes ces réponses. Donc, définitivement, vérifier son dossier de crédit est quelque chose d'assez important, surtout quand on déménage souvent. Quand on déménage, on a toujours tendance à oublier de changer une adresse sur quelque chose, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a possiblement reçoit de l'information sur nous qu'on n'est pas au courant. Donc, vérifier notre dossier de crédit pour faire sûr que toute l'information est appropriée, pour faire sûr qu'il n'y a pas de comptes qui apparaissent sous nos noms qui ne sont pas à nous, et de faire sûr que toute l'information est là est bonne. Donc, auparavant, la seule manière de recevoir une copie de notre dossier de crédit était de faire une demande par écrit. Par contre, de nos jours, il y a d'autres options. Et puis, je vais vous montrer ces options-là un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, il y a définitivement des manières plus faciles d'avoir l'information sur notre crédit. Lequel des éléments suivants n'a pas d'effet sur votre code de crédit? Donc, vos antécédents en matière de paiement, des mesures de recouvrement ou de faillite enregistrées, vos antécédents concernant le remboursement de prêts consentis de façon non officielle par des membres de votre famille ou de vos amis, vos dettes existantes et finalement l'histoire de votre compte, depuis combien de temps vous avez du crédit et le type de crédit que vous avez. Donc, je crois que celle-là, elle est quand même assez facile. Tout le monde a les bonnes réponses là-dessus tout de suite. Évidemment, c'est 3, donc les antécédents avec des prêts de famille ou amis n'ont pas reporté sur votre dossier de crédit. Donc, tout le reste est ce qu'on retrouve sur un dossier de crédit. Donc, c'est vos antécédents en matière de paiement. Si jamais il y a eu des problèmes, des recouvrements, faillites, quoi que ce soit, ça va être indiqué. Et puis l'historique de vos comptes. Depuis combien de temps que vous avez vos comptes, comment vos paiements sont effectués, crédit disponible, balance selon le dernier rapport. Donc, c'est toute l'information qu'on retrouve sur un dossier de crédit à ce moment-ci. Donc, en résumé, vos antécédents en matière de crédit et d'autres renseignements financiers, les anciens prêteurs et autres institutions financières ici envoient l'information au bureau de crédit. Donc, quand on regarde aux agences d'évaluation de crédit ici au Canada, il y en a seulement 2. Il y a TransUnion et Equifax. Donc, ce sont les seuls 2 qu'on a ici au Canada. Encore là, quand ça vient au niveau de l'information qui est envoyée par les institutions financières, c'est volontaire. Donc, les institutions financières n'ont pas d'obligation légale d'envoyer l'information. Par contre, c'est à leur avantage de l'envoyer pour eux, pour se protéger et pour protéger les clients aussi. Donc, la plupart des banques de nos jours, définitivement, envoient l'information à un des 2 bureaux de crédit. Il y en a qui l'envoient aux 2, il y en a qui l'envoient seulement qu'à 1.
Donc, c'est encore souvent un point où des fois les gens vont avoir accès à leur dossier de crédit, puis ils disent ben, l'information n'est pas la même ou il manque de l'information sur un qui est sur l'autre, qui est normal. Donc, dépendant de l'institution financière, comme je dis, il y en a qui vont juste faire affaire avec une des deux agences, tandis qu'il y en a qui vont travailler avec les deux. Donc, quand on vérifie notre information personnelle, c'est pour ça que c'est important de toujours vérifier sur les deux agences de crédit pour faire sûr qu'on a vraiment une vue complète de l'information qui est disponible à ce moment-ci au niveau des créditeurs. Sur cote de crédit, un nombre reflétant votre solvabilité. Donc, quand ça vient au niveau de la cote de crédit, le fameux chiffre, le score, euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention un petit peu. Et ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que chaque compagnie, donc si on regarde avec les deux agences de crédit, Equifax et TransUnion, par exemple, ont leur propre technique de calculer un chiffre. Puis ce chiffre-là, donc, se rassemble souvent d'un à l'autre. Par contre, souvent est différent, qui est absolument normal parce qu'ils regardent ça selon leur propre technique de calculation. Et puis à ce moment-ci, quand on regarde au niveau de chaque banque individuelle, leur cote de crédit est souvent différente aussi, parce que chaque banque a le style de client auquel ils aiment faire affaire avec. Donc, ils ajoutent leur propre calculation souvent à une cote de crédit et créent leur propre. Donc, quand ça vient côté cote de crédit, ça crée beaucoup de confusion avec beaucoup de gens parce que le chiffre change dépendant à qui il parle. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la cote de crédit, c'est un guide. Donc, le chiffre comme tel est un guide pour la plupart des agences financières ou que c'est pas nécessairement, c'est pas juste là-dessus qu'il faut se baser. Il y a plusieurs institutions qui se basent sur les cotes de crédit, mais en temps normal, c'est sur leur propre calculation d'une cote de crédit qui est modifiée selon Equifax ou TransUnion. Donc, c'est encore plus difficile de savoir qu'est-ce que l'institution financière que vous travaillez avec. C'est vraiment difficile de savoir c'est quoi qu'eux regardent. Donc, quand on regarde notre cote de crédit, ça nous donne, c'est une indication générale à ce moment-ci de notre solvabilité. Donc, en temps normal, ce qui est considéré bon est 650 et plus. Quand on tombe dans les 700, c'est très bon. Et dans les 800, c'est définitivement considéré excellent. Mais par contre, il faut se rappeler que c'est un guide. Donc, l'information en arrière du chiffre devient important parce qu'on peut avoir une cote de crédit de 800 et puis toujours se faire refuser du crédit. Il peut y avoir plusieurs différentes raisons. La raison la plus commune dans ces situations-là, c'est souvent qu'on a déjà trop de crédits disponibles. Donc, quelqu'un qui va avoir 4 ou 5 cartes de crédit, peut-être une marge de crédit, un emprunt, il pourrait avoir des balances de zéro sur tous ces comptes-là, mais le crédit est disponible. Quand on regarde la filière, cet individu a peut-être 200 000 de crédits disponibles à leur nom. Donc, on tombe à un point où que les autres agences vont dire il y en a assez, désolé, même si on a une bonne cote de crédit. Donc, ça peut devenir quand même assez compliqué de ce côté-là. Et il y a définitivement plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est surtout de se souvenir que la cote de crédit est un guide qui nous donne une idée générale à ce moment-ci de notre solvabilité du côté crédit. Donc, examinez votre dossier. Une fois qu'on obtient une copie, c'est simplement de vérifier l'information, de faire sûr que l'information est bonne. Je peux vous dire tout de suite que, côté adresse sur les dossiers de crédit, il y a souvent des erreurs. Pas la fin du monde, mais c'est normal. Côté emploi, il y a souvent des erreurs. Ça dépend si vous avez changé d'emploi quand même récemment ou non. Mais l'information importante sont des choses comme date de naissance, numéro d'assurance sociale s'il est indiqué, et puis les comptes sous votre nom. Donc, quels sont les comptes qui apparaissent sous votre nom, les comptes qui sont ouverts, les comptes qui sont fermés, et puis s'il y a eu des demandes de crédit.
Donc, une des choses, c'est quand on reçoit une copie de notre dossier de crédit directement de Equifax ou TransUnion, si ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à lire, ça peut être quand même assez difficile à déchiffrer. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on peut vous aider avec, définitivement, mais ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est ici où on peut trouver de nos jours des manières plus faciles d'avoir accès à notre dossier de crédit. Donc, je suis sûr qu'il y a plusieurs de vous qui ont déjà entendu parler de ces deux compagnies-là. Donc, la première qui s'appelle borrowwell.com est une option en ligne où on peut s'abonner pour avoir accès à notre dossier de crédit et c'est gratuit. Donc, Borrowwell est affilié avec Equifax. Donc, si on s'enregistre avec eux, ça nous donne une copie d'Equifax. Ils reçoivent l'information directement d'Equifax. Donc, c'est pas des tricheries ou quoi que ce soit. Donc, c'est une compagnie là, qui fait affaire avec eux. Et puis, un des bénéfices, c'est qu'eux, ils mettent l'information d'une manière beaucoup plus facile à lire et déchiffrer pour les gens qui ne connaissent pas les dossiers de crédit. Donc, c'est plus facile pour à peu près n'importe qui à ce moment-ci de défricher l'information. Pour TransUnion, à ce moment-ci, c'est au travers de creditkarma.ca qui offre le même service. Donc, encore là, c'est un service gratuit. Personnellement, ça fait quand même plusieurs années que je suis abonné aux deux pour tout simplement pouvoir avoir accès à mon dossier de crédit quand j'en ai besoin. Côté courriel, il en envoie un par semaine à peu près. Donc, c'est quand même pas terrible de ce côté-là. La raison que c'est gratuit, tout simplement, c'est quand vous êtes sur ces sites-là, il y a des promotions qui vous offrent des produits de crédit, tout simplement. Donc, de la publicité, on en voit partout de nos jours, donc c'est pas terrible de ce côté-là, mais l'information est bonne, ça vous donne accès, il y a des alertes disponibles, donc si vous appliquez pour du nouveau crédit, vous allez recevoir un courriel qui vous dit « Ah, il y a eu une application de crédit ». Mais là, à ce moment-ci, si vous n'avez pas fait d'application de crédit, ça vous donne une alerte que, oh, il se passe peut-être quelque chose que je ne suis pas au courant. Donc, à ce moment-ci, vous allez dans votre compte pour voir ce qui se passe ou qu'il y a eu une application de crédit. À ce moment-ci, on peut communiquer avec ces institutions financières-là pour dire je n'ai pas appliqué là, il se passe quelque chose de pas correct. Donc, c'est deux options qui vous donnent accès à vos dossiers de crédit en tout temps. Très facile à travailler avec. Ils ont vraiment fait un bon travail pour essayer de mettre l'information quand même assez visible. Encore là, si jamais vous avez besoin de ce côté-là, ça me ferait plaisir de passer au travers de votre dossier de crédit pour expliquer l'information. Parce qu'il y a quand même des choses, des fois, encore là, que quand on n'est pas dans le monde du crédit, qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Donc, très bonne information de ce côté-là. Donc, améliorer notre code de crédit. Donc, il y a définitivement plusieurs manières. Donc, soit qu'on n'a pas de crédit et puis on veut le bâtir, peut-être qu'il est arrivé des choses puis qu'on doit rebâtir ou améliorer notre code de crédit, ou tout simplement qu'on est nouveau dans le monde du crédit puis qu'on veut essayer d'améliorer notre code. Donc, la première chose, toujours définitivement, c'est de faire nos paiements à temps. Donc, s'assurer que les paiements sont effectués à jour. Toujours de ne pas dépasser la limite de crédit. Quand on dépasse notre limite de crédit, à ce moment-ci, ça a un effet négatif sur notre cote. Donc, c'est important de réduire cette balance-là. Quelque chose qui affecte quand même beaucoup la cote de crédit. Donc, on a parlé un petit peu plus tantôt de si on fait plusieurs applications dans une période raccourcie, ça peut affecter notre carte de crédit. Donc, en temps normal, à chaque fois qu'on fait une application de crédit pour du nouveau crédit, ça impacte votre cote pour 3 points. Donc, en temps normal, les 3 points vont revenir après 4 mois, 4 à 6 mois. Donc, ça, c'est normal. 3 points, ce n'est pas terrible, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est là qu'on voit que quand on fait plusieurs applications, mais le 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça commence à s'ajouter. Quelque chose d'autre qui peut affecter définitivement votre code de crédit, c'est les balances sur vos comptes. Donc, si vous utilisez votre crédit et les balances excèdent 60 du crédit disponible et que cette balance-là reste à 60 et plus pour une période de 3 mois et plus, bien là, ça commence à affecter négativement votre cote de crédit.
Ce n'est pas une question que les paiements sont en retard ou que vous ne faites pas vite vos paiements. C'est juste que dans le monde du crédit, quand on voit que les balances commencent à être plus élevées, donc on frappe le 60 et que cette balance-là ne réduit pas, dans le monde du crédit, ça équivaut du risque. Ça commence à impacter votre cote de crédit tranquillement, pas vite. Donc, encore là, pour réussir à augmenter votre cote, c'est faire sûr que vos balances sont sous le 60 d'utilisation. Donc, à ce moment-ci, quand on vient au niveau crédit, les choses qui établissent le crédit le plus, bon, premièrement, on regarde au niveau quel genre de crédit qui aide votre cote le plus. Les cartes de crédit est toujours ce qui aide le plus au niveau de cote. La raison pour ça, c'est que c'est l'outil le plus risqué. C'est une marge ouverte qu'on peut utiliser en tout temps. Donc, c'est considéré vraiment très risqué dans le monde du crédit. Donc, si on utilise bien une carte de crédit, on fait nos paiements toujours à temps, on garde la balance, sinon, la meilleure chose, c'est de garder la balance à zéro. À toutes les fois qu'on l'utilise, on paye au complet. Financièrement, ça ne vous coûte rien. S'il y a une balance, c'est d'essayer de toujours garder la balance en bas du 60 C'est ce qui va aider à bâtir votre crédit le plus rapidement. Et à ce moment-ci, ça prend du temps, tout simplement. Donc, quand on regarde n'importe quel produit côté crédit, tout ce qui a été ouvert moins que 12 mois est considéré neuf et considéré risqué. Donc, dès qu'on a du crédit qui a été ouvert et en utilisation pour plus que 12 mois, à ce moment-ci, ça aide vraiment à augmenter les cotes de crédit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir parce que des fois, il y a des gens, bon, on change de banque, on décide de faire des décisions financières, qui est absolument correct à faire. Mais là, on ferme des vieux comptes parce qu'on ne veut plus faire affaire avec cette banque-là, puis on rouvre des comptes neufs avec notre nouvelle institution financière. Le problème avec ça, c'est quand on ferme tous les comptes qui ont beaucoup d'historique, ben là, ça va affecter négativement votre cote de crédit parce qu'on va perdre cette histoire-là. Donc, avant de fermer des vieux comptes, si vous voulez vraiment faire un échange, c'est toujours une bonne idée d'ouvrir le nouveau compte, de commencer à rebâtir ce compte-là. Juste garder les autres comptes ouverts, même si vous ne les utilisez plus, est encore bon pour votre carte de crédit. Donc, il n'y a pas d'effet négatif. L'effet négatif est quand vous le fermez, puis vous n'avez rien d'établi qui vous continue à supporter votre carte de crédit. Donc, c'est juste une question de faire attention avec ce genre de transactions-là et tout simplement de vous donner du temps. Donc, encore là, éviter de nombreuses demandes et des vérifications de crédit parce que ça, définitivement, ça impacte votre crédit de ce côté-là. Donc, autres types de dettes sont communes pour la plupart des gens. Donc, la carte de crédit est définitivement le type de produit qui est le plus populaire, qui impacte notre crédit le plus, puis qui a aussi quand même des très hauts taux d'intérêt. Donc, il y a des prêts hypothécaires qui sont quand même assez communs pour la plupart des gens. Prêts automobiles. Prêt automobile, c'est définitivement quelque chose qu'il faut faire attention. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on a un prêt automobile, on fait l'achat d'un auto, même si c'est un auto neuve, dès qu'on prend possession de la voiture, le prêt vaut plus que ce que la voiture veut. Donc, quand on a un automobile sur prêt, très, très, très difficile à vendre parce que le prêt est attaché à la voiture. Donc, en temps normal, personne ne va acheter une voiture auquel il y a un lien sur le prêt. Et c'est aussi un endroit où plusieurs gens se mettent dans des problèmes financiers. Avec mon expérience, c'est à l'achat d'une voiture. Donc, encore là, avoir un très bon budget devient très, très important pour éviter ce genre de problème-là. Marge de crédit, un autre produit disponible. Donc, en tant que marge de crédit, d'habitude, il y a deux types. Ils ont donc une marge de crédit, ce qu'ils appellent sécurisée ou non sécurisée. Donc, sécurisée, d'habitude, c'est attaché avec une propriété, une maison. Donc, à ce moment-ci, la maison est utilisée en garantie avec la marge de crédit. Donc, si on ne paye pas la marge de crédit, ils ont des droits sur notre domicile. L'avantage de ça, c'est que c'est souvent un taux d'intérêt quand même beaucoup plus réduit. Tandis qu'une marge de crédit non sécurisée est un taux d'intérêt quand même plus bas que les cartes de crédit, mais plus élevé que la sécurisée.
Protection de découvert, prêt sur salaire et prêt personnel sont les autres types. Donc, ceux-là qu'il faut définitivement faire attention, c'est les prêts sur salaire. Leur marketing est très bon à nous faire. Ça a l'air d'une bonne idée, mais la réalité, c'est que c'est jamais une bonne idée. Donc, ici, voici un exemple, juste pour démontrer la moyenne du coût des prêts sur salaire. Donc, quelqu'un qui emprunterait 300 $ pour une période de 14 jours, donc la moitié d'un mois. Donc, ce type d'emprunt-là de 300 $ sur une marge de crédit nous coûterait environ 5,81 $ en intérêt. Protection à découvert sur un compte bancaire, taux d'intérêt en moyenne un petit peu plus élevé, nous coûterait environ 7,19 $. Avance de fonds sur carte de crédit, donc là, on regarde à 21 % en temps normal, donc 7,42 $, donc encore là, un petit peu plus élevé. Et puis là, on regarde prêt sur salaire, 63 $. Donc, on peut voir vraiment qu'il y a une très, très grosse différence. Et c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens, quand ils prennent un prêt sur salaire, on doit repayer le prêt et puis la seule option, c'est d'en reprendre un autre parce que là, il ne nous reste plus assez d'argent, qui est quand même assez commun. Parce que c'est un problème très connu avec ce style de prêt-là. Donc, définitivement, éviter ces genres de prêts-là, parce que, un, ils sont très, très, très dispendieux, et puis ça peut être très difficile de s'en sortir par après. Donc, les signes, à ce moment-ci, qu'au niveau crédit, on peut se créer des problèmes. Donc, si vos cartes de crédit, on utilise les cartes de crédit par nécessité et non pour leur côté pratique. Donc, le principe d'une carte de crédit est pour éviter d'avoir à traîner de l'argent, de payer comptant ou des plus gros achats, même chose. Donc, à ce moment-ci, l'idée, c'est qu'on utilise le crédit. Quand le compte rentre, on le paye au complet, ça ne nous coûte rien. Donc, ça, c'est toujours la meilleure manière d'utiliser une carte de crédit. Mais par contre, quand il n'y a pas assez d'argent pour payer notre jour à jour et puis qu'on a du crédit disponible, encore là, c'est nature humaine d'utiliser le crédit. Par contre, dans ces situations-là, qu'est-ce qui a tendance à arriver? C'est qu'avec le temps, nos balances de carte de crédit continuent à augmenter à tous les mois parce qu'on compense pour le manque d'argent. Éventuellement, on se retrouve à notre marge de crédit. Donc, il n'y a plus de place disponible sur le crédit. Il n'y a toujours pas assez d'argent. C'est que là, on a plus de problèmes parce qu'on a le problème de ne pas avoir assez d'argent pour le jour au jour. Notre crédit est plus disponible. Donc là, on ne peut pas faire les paiements. Et puis là, ça part de là où que les choses peuvent quand même tomber assez vite. Donc, c'est quand même assez important quand il y a un manque de revenus, l'idée de compenser avec le crédit est quand même assez risquée. Donc, c'est toujours une indication de problèmes à venir. Quand les paiements commencent à tomber en retard, ça peut être des signes à ce moment-ci au niveau de problèmes financiers. Comme je disais, si on est à la limite de tous nos comptes, c'est typiquement un signe de problème financier potentiel. On emprunte sur une carte pour en payer un autre ou on transfère nos soldes avec des taux promotionnels. Ce sont tous des scénarios que, ont tendance à prédire des problèmes financiers. Ce sont toutes des choses qui vont impacter votre cote de crédit aussi. Donc, c'est vraiment une question de faire attention aux signes, aux problèmes qui peuvent arriver de ce côté-là. Quand ça vient aux dettes, comme je disais plus bonne heure, c'est jamais une bonne idée d'ignorer ces choses-là. Donc, c'est de les prendre en main et essayer de figurer les meilleures techniques pour essayer de réduire les dettes. Donc, ça commence toujours avec un budget. Donc, il s'agit d'avoir un bon budget pour commencer qui va laisser savoir pour commencer s'il y a de l'argent de surplus qu'on peut mettre. Ça va aussi nous laisser savoir quelles sont les dépenses, où notre argent va exactement, et puis est-ce qu'il y a des choix personnels disponibles pour libérer des fonds, pour nous aider à payer les dettes. Souvent, un scénario qui est quand même assez commun, on va avoir des économies, peut-être dans un compte d'épargne, dans un CELI ou quoi que ce soit, il y a quand même plusieurs options. Et puis, par contre, on a aussi beaucoup de dettes. Malheureusement, de nos jours, les banques
paye pas d'intérêt comme il le faisait dans le temps du passé. Donc, si on reçoit des retours sur placement de nos jours à 5-6 la plupart des gens de nos jours, c'est quand même assez bon. Par contre, on fait des retours de 5-6 sur des épargnes pendant qu'on paye 19,99 sur nos cartes de crédit. Donc, financièrement, ça ne fait pas de sens. Ça serait mieux de prendre nos épargnes, réduire notre dette le plus possible pour réduire nos frais d'intérêt. Donc, financièrement, c'est ce qu'on devrait faire. Il y a aussi le côté émotionnel et humain qu'il faut comprendre. Donc, pour certaines personnes, le fait d'avoir un montant d'argent en épargne, c'est sécuritaire. Ils aiment juste avoir le montant là, puis ça leur amène du confort. Tout à fait comprenable, je le comprends très, très bien, mais encore là, c'est juste de réaliser. Souvent, on dit, ben, en cas d'urgence, j'ai de l'argent si j'en ai besoin. Par contre, si on prend cet argent-là, on le met sur notre dette, on réduit nos dettes. S'il n'y a pas d'urgence, tout est beau. S'il y a une urgence, bien là, à ce moment-ci, on a réduit notre dette sur le crédit. Au pire aller, on peut utiliser le crédit en cas d'urgence, mais entre-temps, on s'est sauvé quand même beaucoup d'intérêts. Donc, la réalité, pour avoir des épargnes et puis faire des investissements avec nos épargnes est une très bonne chose. Par contre, pour faire ces choses-là, il faut limiter les dettes. Sinon, ben, nos épargnes, la réalité, financièrement, nous coûte de l'argent parce qu'on le paye à quelque part d'autre. C'est juste quelque chose à garder en tête quand on regarde de ce côté-là. Quand on regarde à payer nos dettes, bon, en temps normal, on dit toujours, bon, on commence avec les plus hauts taux d'intérêt pour essayer de les payer le plus rapidement possible, et puis on saute au prochain à ce moment-là, qui est définitivement une bonne technique, mais encore là, il faut toujours regarder la nature humaine, surtout s'il y a différents comptes, différentes dettes. Des fois, il y en a des petites qu'en peut-être 2 mois, si on met tout nos surplus sur celle-là, ils vont être payés. Puis quand on réussit à payer une dette qu'on n'a plus besoin de s'en occuper, ça nous encourage. Donc, des fois, c'est peut-être pas le plus haut taux d'intérêt, mais par contre, on peut juste faire disparaître une dette ou deux rapidement. Puis à ce moment-là, on retombe aux dettes avec les plus hauts taux d'intérêt. C'est pas un problème de faire ça comme ça. C'est encourageant à continuer à ce moment-ci. On parle de s'adresser aux créanciers pour négocier des taux moins élevés. Bon, comme ils disent, ça ne coûte rien de demander. Réalistiquement, les chances sont quand même assez faibles. La plupart des banques ne négocient pas leur taux d'intérêt. Ils ont tendance à négocier un petit peu quand on commence à tomber en retard, qui est malheureux. Parce que nous, on essaie d'être préventif puis dire, ben, si vous m'aidez un petit peu, je vais être capable de continuer à payer puis on n'aura pas de problème. Malheureusement, la plupart des banques ne fonctionnent pas de cette façon-là. Mais comme ils disent, ça ne coûte rien de le demander. Si on a tendance à oublier de faire nos paiements, que ce soit sur notre crédit ou tout autre compte, avec la technologie de nos jours, on peut s'assurer que nos factures sont payées automatiquement tous les mois. La plupart des banques offrent le service jusqu'à 12 à 18 mois, dépendant des banques. Donc, ça dépend de votre banque avec qui vous faites affaire pour voir pour combien de temps en avance vous pouvez organiser vos paiements automatiquement. Si l'utilisation des cartes de crédit est quelque chose que vous avez de la misère avec, donc gardez les cartes de crédit à la maison, amenez-les avec vous. Des fois, il faut se protéger de nous-mêmes. Donc, si la tentation est là, tout simplement, on n'amène pas les cartes de crédit. Finalement, on parle des offres acheter maintenant, payer plus tard, très, très, très populaire, surtout avec des meubles, des choses du genre. Le problème avec ce type d'achat-là, encore là, ça prend de la discipline. Parce que la plupart des gens, on achète maintenant, puis là, on n'a pas de paiement pour le prochain 12, 18, 24 mois. Mais là, une fois que cette période-là est terminée, la plupart des gens n'ont pas mis de côté l'argent. Donc là, on commence des paiements mensuels. Et sur ces types d'achats-là, le taux d'intérêt typique commence à 28 par année. Donc, plus élevé que les cartes de crédit typiques. Donc, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Il faut être bon avec notre budget. Si on fait des achats de ce style-là ou que, OK, je fais l'achat, il n'y a pas de paiement pour 18 mois, première chose, c'est que vous pouvez quand même envoyer des paiements tous les mois pour commencer à prépayer.
ou on met l'argent de côté dans un compte d'épargne. Comme ça, quand la période est terminée, on a l'argent pour le payer. Mais il faut quand même réaliser que la plupart des gens ont de la difficulté à faire ça. Donc, il faut se regarder soi-même et se dire, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi ou non? Sinon, ça peut faire des achats très, très, très dispendieux. Solution pour gérer les endettements. Donc, à ce moment-ci, en temps normal, il y a, je dirais, il y a 4 solutions. La première solution, c'est toujours donc pour vous de réussir à figurer comment travailler avec votre dette. Pour certains gens, ça fonctionne. Pour d'autres, des fois, ils ont besoin d'aide. Si on regarde au public en général, là, ça reste 3 options. Première option, service conseil en crédit. Donc, quand on regarde ce service-là qui est disponible à tous les gens, ils ont des programmes disponibles. C'est toujours une question de faire sûr que si jamais vous allez visiter des services de conseil en crédit, que ce soit des organisations à but non lucratif. Très, très, très important, parce qu'il y en a qui sont à but lucratif et puis à ce moment-ci, il y a définitivement des choses qui sont douteuses de ce côté-là. Mais définitivement, les services conseil en crédit à but non lucratif ont des programmes qui peuvent aider au niveau budget, programme de gestion des dettes, de repaiement. C'est une option. Des fois, cette option-là ne fonctionne pas. L'option qui suit après ça, c'est les options légales. Donc, il y a 2 options légales quand on regarde au niveau des dettes. Ces options-là sont toujours faites avec des syndics. Donc, il y a la proposition du consommateur. À ce moment-ci, la proposition du consommateur effectuée avec un syndic, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder votre revenu, votre coût de vie et puis les dettes. À ce moment-ci, ils vont offrir aux créditeurs le montant maximum qu'ils croient que vous êtes capable de repayer. Donc, souvent, ils vont réduire la dette 60 à 50 des fois plus. Et puis, c'est un repaiement mis sur une période de 5 ans. Un des bénéfices avec la proposition du consommateur est que c'est un montant fixe une fois que c'est accepté. Donc, si jamais la situation financière change ou quoi que ce soit, vous avez l'option de le payer plus rapidement et de finir avant 5 ans. Par contre, le paiement pour ça, des fois, peut être quand même plus élevé, dépendant de la situation, donc ça ne fonctionne pas toujours. Donc, la dernière option générale est la faillite. Donc, encore là, c'est toujours la dernière option à regarder. C'est au niveau de la faillite, qui est encore une fois faite avec un syndic. La faillite est un processus légal qui est disponible à tout Canadien. Légalement, pour pouvoir faire une faillite, tout simplement, on doit devoir plus de 1 000 $ et pouvoir démontrer qu'on n'a pas la capacité de le repayer. Donc, c'est quand même assez simple. Il y a beaucoup de méconceptions quand ça vient au niveau de la faillite. C'est quelque chose qui arrive, malheureusement, dans certaines situations. Je peux admettre que dans toutes mes années en tant que conseiller, je n'ai jamais rencontré personne qui a planifié faire une faillite. Les causes normales qu'on voit le plus souvent pour des faillites, maladie, perte d'emploi, bris familial, sont probablement les 3 raisons les plus communes pour une faillite. Donc, une première faillite en temps normal, c'est quand même un processus assez simple. C'est vraiment tout basé sur le revenu. Et à ce moment-ci, selon votre revenu et le nombre de gens dans la famille, il va définir le coût de la faillite et la durée de la faillite. Donc, le plus court est 9 mois, le plus long serait jusqu'à 21 mois, selon votre information, pour une première faillite. Une deuxième faillite, ça commence minimum 24 mois jusqu'à 36 mois. Et puis une troisième faillite, c'est 36 mois. Et puis après une troisième faillite, les chances que vous ayez du crédit après ça est pratiquement inexistable. Faillite personnelle au Canada, 3 maximum. Donc, c'est impossible de faire plus que 3 faillites. Donc, définitivement, pas une réponse pour tout, mais des fois, c'est la réponse.
La bonne chose, c'est qu'en tant que membre des forces, vous avez une autre option disponible qui n'est pas disponible au reste des Canadiens. C'est justement au travers de CCIP, ou qu'entre CCIP et les différents programmes disponibles pour appuyer nos troupes, il y a d'autres solutions souvent disponibles qui aident en dehors de ces autres solutions-là. Donc, définitivement, quand ça vient à quoi que ce soit au niveau problème financier, ou même s'il n'y a pas de problème, c'est tout simplement des questions de, bon, je veux sauver de l'argent, j'ai besoin d'aide à créer un budget, j'ai juste besoin d'aide parce que les choses ne fonctionnent pas. C'est un service qui est disponible à tous les membres des forces. C'est disponible à votre famille, à vos enfants. C'est un service absolument gratuit et confidentiel. Donc, il faut vraiment en prendre avantage de ce côté-là. De notre côté, quand on amène de l'aide, donc à ce moment-ci, on va regarder les programmes internationaux qui sont disponibles avec appui en nos troupes. On va regarder même proposition consommateur et faillite si la situation le demande. Et puis à ce moment-ci, on peut vous aider et vous guider au travers de ces processus-là. Donc, c'est vraiment de regarder là, toutes les options disponibles, mais définitivement, quand ça vient à de l'aide financière, définitivement, votre premier appel devrait être à CCIP pour qu'on puisse vous aider. Donc, à ce moment-ci, c'est le matériel pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je mets toute mon information sur l'écran. Donc, vous pouvez communiquer directement avec moi. Mon courriel est là. J'ai ma ligne directe. Vous pouvez me téléphoner ou vous pouvez appeler notre numéro 1-800. Donc, je suis conseiller en aide financière virtuelle. Donc, si vous appelez pour de l'aide, les chances sont que vous allez être redirigé de mon côté. Donc, je travaille avec toutes les OutCan, US, UK et toutes ces régions-là. Donc, ça me fait plaisir de vous aider. Donc, merci de nous avoir joints avec la présentation et j'espère que vous nous joignez pour la dernière présentation dans quelques semaines où on va parler d'épargne et investissement. Merci beaucoup.